Chut. Pendant les 52 minutes qui vont suivre, cette jeune femme va faire quelque chose d'exceptionnel dans notre monde agité et bruyant. Rien. Absolument rien. Oui, cette jeune femme commence une séance de méditation. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux dans le monde à fermer les yeux quelques minutes par jour pour mieux dompter le flot de leurs pensées. Jamais les sagesses orientales n'avaient à ce point rencontré les savoirs occidentaux. La méditation a été acceptée dans la société occidentale parce que nous avons beaucoup d'études scientifiques à la fois sur son efficacité mais aussi sur son impact sur notre cerveau et notre santé. À la lumière des scanners, chercheurs et médecins découvrent qu'en apaisant nos esprits, la méditation modifie de nombreuses régions de notre cerveau et influence peut-être même l'ensemble de notre organisme. Ce qui concerne l'esprit concerne le corps. Ce qui concerne le corps concerne l'esprit. C'est une fantastique conversation. Entraîner notre esprit aurait-il alors un effet réel sur notre corps? Méditer pourrait-il même, dans certains cas, nous aider à guérir? De plus en plus, la méditation et la médecine deviennent comme les deux faces d'une même pièce. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins s'inspirent de traditions millénaires pour changer leur manière de soigner. En quittant les ashrams de l'Inde, la méditation s'est progressivement détachée de ses origines religieuses. Elle s'adresse désormais à tous, croyants ou athées. Si cette forme de méditation moderne s'appelle méditation de pleine conscience, c'est parce qu'elle cherche simplement à nous rendre attentifs à tout ce qui nous passe par la tête, à nos émotions intimes comme à nos sensations corporelles. Ce que beaucoup de gens ignorent avant de commencer à méditer, c'est que la méditation est une pratique très corporelle. C'est pas juste une cogitation, une réflexion approfondie, une observation de nos pensées. C'est vraiment un moment où on se met à l'écoute de sa personne globale. On regarde ce qui se passe dans notre corps, comment nous respirons, comment nos pensées circulent, comment on accueille les sons. Finalement, c'est une position d'observateur bienveillant. On ne cherche pas à provoquer quoi que ce soit, juste à se rendre présent. Connu pour ses nombreuses publications sur la méditation, le docteur Christophe André est surtout le premier médecin en France à lui avoir ouvert les portes de l'hôpital. Celle de l'hôpital Sainte-Anne précisément. Depuis 2004, ce haut lieu de la santé mentale utilise la méditation pour aider les patients qui souffrent de dépression chronique et de troubles de l'anxiété. Nous, dans le service, nous considérons que la méditation est une approche complémentaire. Elle n'a pas pour vocation de dire « arrêtez les antidépresseurs, c'est mauvais, les psychothérapies, c'est du blabla, laissez tomber ». Nous, on pense que c'est très bien d'avoir des antidépresseurs, des psychothérapies, mais on pense aussi que ça ne suffit pas parfois et qu'on peut encore amplifier, augmenter, améliorer sa santé avec des approches complémentaires comme la méditation. Pour commencer notre exercice de pleine conscience, les mains sont sur les cuisses ou vers les genoux. Les paumes peuvent être tournées vers le bas. À Sainte-Anne, c'est Florent Dulon qui encadre aujourd'hui les séances. Pendant 8 semaines d'affilée, il applique un véritable protocole thérapeutique qui alterne entraînement à domicile et rendez-vous hebdomadaire à l'hôpital. Vous allez ouvrir votre main, je vais vous mettre ce petit truc dans la paume de la main. Et juste, vous, pour l'instant, faites rien, vous le regardez. Un petit truc qui n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais ce grain de raisin aide en fait les patients dépressifs à sortir de leurs idées noires et morbides. C'est un moyen étonnamment simple de focaliser ses pensées sur l'instant présent. Découvrant sa texture, donc on peut appuyer un petit peu avec la pulpe du doigt, le presser un peu entre le pouce et l'index, et puis lentement on va l'amener tout près de l'oreille.
et on va le presser un peu, essayer d'écouter le son qu'il produit à notre oreille. Et puis délicatement, on va l'amener de l'oreille aux narines. Et maintenant, doucement, on le descend et on le met dans la bouche, sur la langue. Ce sera toujours le premier pas de la pleine conscience, c'est de voir quand notre esprit, notre mental, nous embarque ailleurs. Chez certaines personnes, ce grain de raisin n'est pas agréable. Chez d'autres, c'est plutôt des commentaires ou de jugements. Pourquoi il nous fait faire cet exercice? Et c'est de venir accueillir et prendre en compte tout ça, toutes ces pensées qui viennent nous mettre en dehors de l'exercice. Et l'idée, c'est pas du tout de faire abstraction de ça, mais c'est d'en prendre conscience et toujours, pour nous entraîner, en revenir au moment présent et à l'exercice tel qu'il est demandé. À première vue, on a quand même du mal à croire que mâcher des grains de raisin puisse faire aussi bien qu'avaler des petites pilules. C'est pourtant ce qu'a constaté Nathalie, victime d'attaques de panique récurrentes depuis son enfance. Pour elle, l'accompagnement thérapeutique dispensé à Sainte-Anne a fait plus en 1 an que 40 ans de surenchère médicamenteuse. Depuis que je médite, les attaques de panique se sont vraiment espacées, elles sont beaucoup plus rares. Bon, les médicaments, ponctuellement, ils peuvent aider. Je ne prends plus du tout d'antidépresseurs, mais par contre, les anxiolytiques, il peut m'arriver d'en prendre de manière très très ponctuelle, mais plus du tout de manière régulière. Ce qu'on montre à la fois en tant que médecin, en observant l'évolution des patients, mais aussi dans les études de neuroimagerie, etc., c'est que apprendre la méditation à des patients fragiles sur le plan dépressif leur permettait de limiter considérablement le risque de rechute dans les années qui venaient et que ça avait la même efficacité que le maintien sous antidépresseurs. L'expérience menée depuis 15 ans à Sainte-Anne confirme le résultat d'études cliniques conduites en Europe et en Amérique du Nord. Quand on a déjà connu 2 épisodes dépressifs majeurs, méditer 20 minutes par jour réduit de 50% le risque de rechute. Si vous prenez la méditation pour un simple exercice de relaxation, si vous n'y voyez qu'un effet de mode, détrompez-vous. De plus en plus de médecins reconnaissent aujourd'hui ses vertus antidépressives. Et les chercheurs commencent même à pouvoir les expliquer. À Boston, la neuroscientifique Gaëlle Desbordes s'intéresse à l'action de la méditation sur une petite région du cerveau particulièrement impliquée dans les troubles de l'humeur et de l'anxiété. Ah là, je pense qu'on la voit bien. Cette région, constituée de 2 petits lobes symétriques, s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie du cerveau limbique qui est donc impliquée dans les émotions. Donc l'amygdale est souvent décrite comme le centre de la peur ou de l'anxiété ou de l'angoisse. Les personnes qui souffrent de troubles d'anxiété ou de traumatisme ont eu plus d'expériences qui engagent l'amygdale. Donc l'amygdale a grandi. Et l'une de mes hypothèses, c'est que les effets sont réversibles. Méditer permettrait-il alors de réduire l'activité anormale de l'amygdale, voire même d'en modifier la taille? Pour le savoir, Gaëlle Desbordes propose à des patients dépressifs de participer à un stage de 8 semaines de méditation. Elle les fait passer sous scanner au début et à la fin de l'entraînement. Vous allez voir des phrases apparaître sur l'écran et vous allez devoir réagir en fonction de ce qu'elles représentent pour vous. D'accord? Ça va? Alors vous pouvez aller vous installer dans le scanner. Sur l'écran placé devant leurs yeux, les patients voient défiler des phrases symptomatiques de leur état psychique. Le genre de phrases qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de ruminer en permanence pendant leur crise de dépression. Si vous avez bien compris et si vous êtes prêt, appuyez sur le bouton. Super, on peut commencer. Je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Ils doivent laisser les mots résonner en eux pendant 20 secondes avant d'essayer de s'en libérer totalement. Un exercice a priori tout simple,
sauf quand l'amygdale ne fonctionne pas normalement. Au moment où on leur demande de laisser aller, l'amygdale va rester active trop longtemps, ce qui est l'une des caractéristiques du trouble dépressif. Et donc on pense qu'après leur formation de 8 semaines de méditation, les sujets seront capables de désengager l'amygdale et donc renormaliser en fait comment leur cerveau répond aux émotions. Dans son groupe de contrôle, chez des sujets en bonne santé, Gaëlle a constaté que 8 semaines de méditation réduisent effectivement l'activité de l'amygdale. Elle espère à présent mettre en évidence le même phénomène chez les personnes souffrant de dépression. On pourrait ainsi scientifiquement démontrer que la méditation modifie la structure même de notre cerveau, ou du moins de certaines aires cruciales pour notre santé. Le but de ces études neuroscientifiques, c'est d'avoir des données qui démontrent l'efficacité de ces interventions à base de méditation, mais aussi par quel mécanisme elles fonctionnent, et peut-être aussi de prescrire des interventions de méditation comme une forme de thérapie qui soit reconnue, qui soit validée scientifiquement, déterminer combien de temps les gens doivent pratiquer, est-ce qu'il est nécessaire de le faire tous les jours, est-ce qu'il est nécessaire de le faire pour une durée déterminée ou pas, c'est ce qu'on espère pouvoir démontrer dans les années à venir. Quand le programme de Gaëlle Desbordes sur l'amygdale livrera ses résultats définitifs, cela permettra d'améliorer encore la prise en charge des patients et de traiter durablement les troubles dépressifs. Gaëlle et son équipe espèrent en effet découvrir comment entraîner efficacement son cerveau pour qu'il puisse corriger par lui-même certains de ses dysfonctionnements. Depuis l'IRM, on a découvert qu'il y avait également des changements qui pouvaient exister dans le cerveau après avoir pratiqué. Donc des changements qui ne sont pas uniquement un changement d'état pendant la méditation, mais un changement anatomique ou fonctionnel dans le cerveau qui dure, voire même qui devient la nouvelle norme de fonctionnement. L'amygdale qu'étudie actuellement Gaëlle Desbordes n'est pas la seule aire cérébrale qui change quand on médite régulièrement tout au long de sa vie. Méditer modifie durablement de nombreuses régions de notre cerveau, au point qu'il est aujourd'hui difficile d'en faire un inventaire exhaustif. Alors non. Définitivement non. Notre méditante ne fait pas rien depuis qu'elle a fermé les yeux. Elle stimule intensément ce que les spécialistes appellent neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est l'idée toute simple que le cerveau se modifie avec l'expérience et avec l'entraînement. La plupart du temps, ça se passe malgré nous. La plupart du temps, nos cerveaux sont façonnés par ce qui se passe autour de nous. Avec la méditation, ce que l'on fait, c'est qu'on dirige enfin notre cerveau. On oriente volontairement la neuroplasticité. Pour nous, la méditation, c'est une forme d'entraînement mental. Référence mondiale des études neuroscientifiques sur la méditation, Richard Davidson ausculte depuis des décennies le cerveau des grands méditants, comme le moine bouddhiste Matthieu Ricard. Ses études et celles de ses disciples ont peu à peu révélé que les pouvoirs de l'entraînement cérébral s'étendaient bien au-delà du seul traitement des maladies psychiques. Au début, les scientifiques qui s'intéressaient à la méditation étaient surtout des psychologues et parfois des psychiatres. Mais à mesure que la science a évolué dans ce domaine, on a vu arriver les neuroscientifiques, les immunologues, les cardiologues, les endocrinologues. Ils s'y sont tous intéressés. Depuis le début des années 2000, le nombre de publications scientifiques consacrées à la méditation augmente sans cesse. Aux États-Unis, plus de 250 cliniques et hôpitaux proposent déjà des stages d'initiation à leurs patients. Le plus important d'entre eux est même hébergé au sein de la prestigieuse Université du Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre.
Le Center for Mindfulness de Worcester, c'est un peu la Mecque de la planète méditation, le temple de la pleine conscience. Ici, on marche en pleine conscience, on sourit en pleine conscience, on s'étire en pleine conscience et on finirait même par s'endormir sans en avoir conscience. Comme si l'on allait pouvoir soigner toutes les maladies du monde à coups de sonnette magique. De prime abord, les gens disent toujours « Qu'est-ce que la méditation pourrait bien changer à mon état de santé ou à ma maladie ? Est-ce que ça marche ?» Les gens qui viennent ici ont toutes sortes de maladies. Il est assez courant de trouver des gens atteints de cancer à différents stades d'évolution, des gens qui souffrent de douleurs chroniques. Les gens viennent pour des troubles du système digestif, du système cardiovasculaire. Donc on fait vraiment partie de la médecine maintenant. Ce n'est plus de la médecine alternative, ça rentre vraiment dans les mœurs. Aujourd'hui, près de 15 000 personnes passent chaque année par le Center for Mindfulness. En 38 ans d'existence, le centre a acquis une réputation mondiale grâce aux milliers de témoignages enthousiastes des participants. Vous savez, je n'ai pas eu une seule migraine en 7 semaines, ce qui est assez impressionnant parce que d'habitude, j'en ai 2 ou 3 par mois et j'ai l'impression d'être beaucoup moins sévère envers moi-même et mon entourage. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie récemment, dont un pontage gastrique qui m'a fait perdre 46 kilos. Je me suis fait remplacer mes 2 hanches et j'ai commencé à perdre confiance en moi. Donc j'ai pensé que la méditation serait une bonne manière de travailler sur mes problèmes. Et ça a marché. Ça marche certainement puisqu'ils le disent tous. Mais pourquoi? S'agit-il simplement d'un effet d'autosuggestion ou y a-t-il quelque chose de plus? Depuis 1979, un homme cherche à comprendre ce qui se passe vraiment derrière ses yeux clos et ses corps immobiles. Cet homme, c'est Jon Kabat-Zinn, le fondateur du Center for Mindfulness. C'est lui qui, le premier, rapprocha les sagesses orientales de la médecine occidentale. Importer le yoga et la méditation chez nous, cette idée a l'air vraiment bizarre comme ça. Et en 1979, elle avait même l'air complètement folle. Comme si j'étais une sorte de hippie en plein trip qui venait profiter du système hospitalier et du système de santé en général. Considéré comme l'inventeur de cette méditation thérapeutique, Jon Kabat-Zinn pouvait à première vue passer pour l'un de ces gourous un peu étranges qui pullulaient dans les années 70. C'est pourtant au sein du très sérieux Institut technologique du Massachusetts, le fameux MIT, que ce chercheur en biologie moléculaire codifia pour la première fois le cycle de 8 semaines qu'on applique aujourd'hui de Boston à Paris. Notre première méditation se fera en mangeant. Je vais vous distribuer des grains de raisin secs et la consigne, c'est de les prendre simplement dans votre main et de les regarder comme si vous n'en aviez jamais vu auparavant. Si cette scène vous dit peut-être quelque chose, si rien ne semble avoir changé depuis 40 ans, c'est que le programme conçu par Jon Kabat-Zinn avait vu juste dès le début. Il s'était attaqué avant les autres à l'un des plus grands fléaux de notre époque actuelle. Une des choses qui m'ont inspiré, c'est le rapport sur la santé publique de 1979 intitulé « Être en bonne santé ». C'était la première fois que les autorités médicales déclaraient que le stress était un facteur majeur de morbidité et de mortalité. En d'autres termes, un facteur de maladie. Et on en sait maintenant suffisamment pour comprendre que ça affecte les enfants d'une manière particulière, que ça touche les adultes d'une autre manière. L'Organisation mondiale de la santé a bien raison de dire que le stress, c'est la grande pandémie du XXIe siècle.
Rester zen en toutes circonstances suffirait-il à nous prémunir des maladies liées au stress? Comment des gestes aussi simples peuvent-ils vraiment produire un effet sur notre corps? À l'université de Madison, Richard Davidson a démontré que la méditation réduit le stress, mais lutte aussi contre les réactions excessives de notre système immunitaire qui conduisent à des maladies inflammatoires. Une des questions centrales qui revient souvent dans ces études porte sur l'impact de la méditation sur l'inflammation. Parce que l'inflammation est à la source de nombreuses maladies chroniques. On sait que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrose et même des formes de démence comme la maladie d'Alzheimer ont toutes une dimension inflammatoire. Et il y a de bonnes raisons de croire que la méditation a un effet anti-inflammatoire, qu'elle peut agir sur les agents biologiques responsables de l'inflammation. Pour comprendre comment la méditation empêche le stress d'affecter nos défenses immunitaires, les scientifiques ont commencé par reproduire en laboratoire une situation emblématique de la vie moderne. Imaginez que c'est un entretien d'embauche. Vous postulez au métier de vos rêves. On a fait passer un test de stress psychosocial à des gens qui n'avaient au départ aucune expérience de méditation et qu'on a testé avant et après leur formation pour pouvoir les comparer à des méditants expérimentés. Ce test, appelé test de Trier, permet aux scientifiques de mesurer les réactions de notre organisme quand nous sommes soumis à une pression intense ou prolongée. Vous avez 5 minutes pour expliquer à ces deux personnes pourquoi ce travail est fait pour vous, pourquoi votre candidature est la meilleure. Il y a une caméra et un micro. Cet entretien sera intégralement enregistré. Ils doivent improviser un discours et ensuite faire du calcul mental. La combinaison des deux est très efficace pour susciter le stress sur le plan psychologique et physiologique. Votre temps est écoulé. Laissez vos notes sur la table et dirigez-vous vers le micro. Chez la plupart d'entre nous, le stress est l'exemple type d'une stratégie d'adaptation-réaction. Le rythme cardiaque augmente, on transpire abondamment, on rougit, et tout ça est lié à des changements dans notre métabolisme. Quand nous nous sentons menacés, notre système endocrinien libère en toute urgence des messagers chimiques, les hormones. Elles fournissent un brusque et utile surplus d'énergie à notre organisme, mais l'une d'elles, le cortisol, peut aussi avoir des effets délétères sur la santé. C'est la surproduction de cortisol qui provoque l'affaiblissement général de nos défenses immunitaires et favorise du même coup les réactions inflammatoires. Le cortisol est une hormone de stress qui est sécrétée par les glandes surrénales. Elle active certaines régions du cerveau pour permettre à l'organisme de répondre efficacement à une éventuelle menace. Mais si on la stimule trop, alors ce mécanisme, qui est très utile dans certaines circonstances, finit à l'inverse par provoquer des maladies. Méditer permettrait-il de réguler le taux de cortisol et de limiter ainsi ses effets négatifs sur notre santé? Maintenant, on va prélever un échantillon de votre salive. Prenez ce coton et mettez-le dans votre bouche. Gardez-le pendant 1 minute. Les prélèvements de salive effectués avant et après un entraînement de 8 semaines à la méditation ont confirmé l'intuition des chercheurs. Avant d'apprendre à méditer, les sujets produisent beaucoup de cortisol quand ils font l'exercice et l'évacuent difficilement une fois le stress passé. Après 8 semaines de méditation intensive, leur taux de cortisol est moins élevé pendant le même exercice et surtout revient beaucoup plus vite à la normale. De plus, les scientifiques ont observé une diminution des réactions inflammatoires. Ce qu'on a observé, c'est que, par rapport au début de leur stage de méditation, les sujets qui avaient été entraînés à la pleine conscience avaient une réaction inflammatoire plus faible à une crème qu'on appelle capsaïcine. On l'applique sur la peau et ça provoque une petite inflammation. Cette inflammation est plus faible après l'entraînement que chez les gens qui n'ont jamais médité.
Et donc, si vous pouvez contrôler votre perception du stress, vous pouvez aussi moduler votre réponse physiologique au stress. Ah, les étonnants pouvoirs de l'entraînement mental. Ainsi donc, notre méditante ne muscle pas son cerveau en vain, elle lui donne aussi les moyens d'agir sur l'ensemble de son corps, au point de modifier ses équilibres complexes que les scientifiques appellent joliment psycho-neuro-immuno-endocrinologiques parce qu'ils unissent nos pensées, nos émotions et leurs effets sur la santé. Ce sont les interactions permanentes entre corps et esprit qu'on cherche aujourd'hui à mieux prendre en compte dans le traitement des patients. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le docteur Corinne Inarbagnis accompagne depuis 3 ans des patients suivis dans les services de néphrologie, de cardiologie ou même d'oncologie. Sans leur promettre de guérison miracle par la méditation, elle les aide à mieux supporter des soins et des traitements souvent très éprouvants. Nous pouvons, à travers la respiration, nous reconnecter à nous-mêmes, à l'intérieur. Être présent aux sensations de l'air qui entre et qui sort d'instant en instant. En observant les sensations dans les épaules, dans le haut du dos. Et en laissant les vertèbres se remettre les unes sur les autres, comme un collier de perles. Et puis en se préparant à terminer cet exercice, quand c'est bien pour vous, à reprendre contact avec le groupe. Quand on a une maladie et qu'on a un corps qui ne répond pas à nos attentes parce qu'il est malade, on a tendance à plus trop s'en occuper. Et on a un certain nombre de témoignages de patients qui disent que leur expérience de la méditation, ça leur a permis de sentir à nouveau certaines parties de leur corps qu'ils n'écoutaient plus, et du coup d'être plus actifs quelque part dans leur traitement, puisqu'ils étaient plus en capacité de dire « tiens, c'est bizarre, j'ai telle ou telle sensation dans le corps, est-ce que c'est un effet secondaire du traitement, est-ce que c'est ma maladie qui évolue ?» et de pouvoir en parler avec l'équipe médicale. Quand on doit vivre toute sa vie sous surveillance médicale, apprendre à repérer l'évolution des symptômes, s'entraîner à contrôler les réactions de son organisme, savoir anticiper les malaises avant qu'ils ne surviennent, offre bien plus qu'un peu de douceur dans un monde de lutte. C'est même ce qui permet à Joyce de vivre aujourd'hui presque normalement, malgré son insuffisance cardiaque. J'ai un court-circuit électrique au niveau du cœur qui fait que quand mon cœur s'emballe, il ne sait plus s'arrêter. Ça me fait des problèmes circulatoires parce que le sang circule vite et après ça stagne et ça forme des caillots de sang. Et du coup, je peux avoir des phlébites, donc phlébites, suspicion d'embolie pulmonaire et si ce n'est pas traité, un AVC. Moi, au début, je l'ai très mal vécu d'apprendre que j'avais un problème cardiovasculaire à 39 ans. Le choc, c'est dire, voilà, ça freine un peu sa façon de vivre. On voit les choses différemment. Là, depuis la pratique de la méditation, j'ai diminué le nombre de médicaments que je prends. Et j'arrive à mieux gérer, en fait, quand j'ai les phases de tachycardie. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Je veux que mon esprit soit plus fort pour m'aider à guérir, je pratique au quotidien. Et j'ai poussé le vice un peu à ne pas faire de méditation de façon volontaire pendant 1 mois, pendant plusieurs mois. Et c'est un peu maso, mais en fait, je me rends compte qu'il y a des incidences au niveau de ma santé. Et du coup, je me dis, ça sert à quoi de s'amuser à ça? Donc du coup, je suis revenue vite fait, bien fait, à refaire ma méditation au quotidien. Hier, les patients se contentaient de suivre passivement leur traitement. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter que quelque chose change au royaume d'Hippocrate. Mais que peut-on vraiment attendre de la méditation quand on a mal dans son corps et pas seulement dans sa tête? Méditer peut-il soulager efficacement la douleur,
dont se plaignent les malades à l'hôpital? En Occident, dans la médecine contemporaine, on utilise une énorme quantité de médicaments pour traiter les problèmes de douleur, ce qui augmente la dépendance à ces médicaments partout dans le monde. Et c'est un sérieux problème. Or, il se trouve qu'on comprend aujourd'hui beaucoup mieux les circuits neuronaux qui interviennent dans les phénomènes de douleur. Et ça nous donne une très bonne base pour savoir où et comment la méditation peut agir. La douleur est en elle-même un mécanisme d'adaptation vital à notre survie. En l'étudiant de plus près, les scientifiques ont découvert qu'elle associait nos sens et notre cerveau d'une manière particulièrement subtile et complexe. Pendant longtemps, on a cherché un centre de la douleur, comme on a un centre du langage, un centre de la vision. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas du tout un centre à un endroit donné du cerveau, mais un maillage, ce qu'on appelle maintenant la matrice de la douleur. Et ce qui veut dire qu'effectivement, on a un circuit qui part en général de la périphérie, des organes, et qui monte par la moelle épinière jusque dans le cerveau. Et dans le cerveau, on a une espèce de feu d'artifice, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de zones qui interfèrent toutes les unes avec les autres pour qu'on ressente cette douleur. Et en fait, ce message de douleur qui arrive au niveau du cerveau, il est traité par un gros ordinateur qui est notre cerveau, mais de différentes manières, avec différents filtres. Et selon ce qu'on a déjà vécu, selon ce qu'on craint, selon ce qu'on est à ce moment-là et selon notre humeur, on sait que ça va déteindre, ça va amplifier ou minimiser notre ressenti de la douleur. Jusqu'ici, la douleur était considérée comme une réaction incontrôlable, une sorte de réflexe de l'organisme soumis à une agression extérieure. En fait, on sait aujourd'hui que nous augmentons inconsciemment ces effets par des projections mentales disproportionnées. En clair, nous nous faisons d'autant plus mal que nous avons peur d'avoir mal. Une grande partie de la souffrance que nous ressentons quand nous avons mal ne vient pas de la douleur elle-même, mais de l'anticipation de la douleur. Par exemple, si quelqu'un sait qu'il va subir un certain type de traitement qui fait mal, la peur, l'anxiété et la souffrance au sens littéral du terme liée à l'anticipation du traitement va être aussi toxique, voire plus toxique que la douleur elle-même. Pour comprendre comment la méditation agit sur les phénomènes d'anticipation anxieuse de la douleur, les scientifiques ont fait défiler sous scanner des novices et des méditants expérimentés. Ils leur ont infligé une légère brûlure au poignet et ont observé les réactions de leur cerveau. Experts et novices étaient prévenus 10 secondes à l'avance que la température allait brusquement augmenter. Et voilà ce que l'on a découvert. Chez les novices, qui venaient tout juste d'apprendre à méditer, quand on les prévenait qu'ils allaient ressentir une douleur, leur cerveau réagissait comme si la douleur était déjà là. Il y avait une activité intense dans les différentes régions qui forment ce que l'on appelle la matrice de la douleur. Leur cerveau s'allumait immédiatement. Chez les méditants expérimentés, presque rien. Le signal était quasiment plat. Si les méditants parviennent à limiter l'anticipation réflexe de leur cerveau, faut-il pour autant conclure qu'ils ne ressentent plus du tout la douleur? Pour les scientifiques, ce n'est pas tout à fait ce que montre l'analyse des données. Étonnamment, le cerveau des méditants répond de manière plus intense à la douleur que celui des non-méditants, et non pas le contraire. La réaction est paradoxalement plus forte, mais ensuite, pendant la phase de récupération, ils reviennent tout de suite à la normale, alors que les novices continuent de présenter une activité intense dans les différentes aires cérébrales de la douleur. Le cerveau des grands méditants s'active pleinement quand la douleur est là pour permettre à l'organisme de réagir en cas de danger. En revanche, il reste absolument serein avant et après. Collaborateur de longue date de Richard Davidson, c'est le neuroscientifique Antoine Lutz qui poursuit aujourd'hui à Lyon cette étude majeure sur la douleur.
Nous, finalement, on essaie de comprendre au niveau neuronal qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui expliquerait les résultats cliniques que l'on a pu trouver sur l'impact de la pleine conscience sur la douleur. On va se pencher notamment sur une région qui s'appelle l'insula, qui reflète tous les processus du ressenti de la douleur. L'insula, qu'étudie Antoine Lutz, est une région encore méconnue de notre cerveau. Cachée dans les replis du cortex, c'est grâce à elle que nous pouvons prendre conscience des signaux renvoyés par nos sens. C'est là, sans doute, qu'un influx douloureux se transforme en sensation douloureuse. L'insula, c'est une région qui va d'une part, de sa partie postérieure, coder la localisation de la douleur. C'est une région qui dit dans quelle partie du corps se produit la sensation douloureuse. Mais l'autre partie de l'insula, la partie plus antérieure, est impliquée dans des phénomènes d'anticipation de la douleur. Pour son étude sur l'insula qui vient tout juste de commencer, Antoine Lutz et son équipe vont observer pendant plusieurs mois comment évolue le cerveau de novices qui découvrent la méditation. Respirez naturellement, comme à l'ordinaire, et cela à votre rythme. Les premiers résultats montrent que les méditants expérimentés présentent un volume de tissu cérébral plus important dans l'insula et dans certaines régions du cortex préfrontal. Pour Antoine Lutz, c'est peut-être ce qui explique pourquoi la méditation change profondément notre rapport à la douleur. La méditation ne va pas changer l'expérience brute de la douleur, mais elle ne va pas rajouter quelque chose dessus. On va changer la relation que l'on a à la douleur, mais pas changer la douleur elle-même. Et cette distanciation avec la sensation douloureuse pourrait expliquer pourquoi, en pleine conscience, une expérience douloureuse semble moins désagréable. Méditer ne fera jamais de nous des fakirs insensibles à la douleur, mais on peut apprendre à contrôler certaines réactions automatiques de notre corps, même les plus pénibles et les moins agréables. Comme si nous disposions en nous-mêmes de ressources insoupçonnées, précieusement conservées dans les régions calmes et sereines de notre psyché. Comme si la méditation nous ouvrait en fait les portes d'une véritable pharmacie intérieure. Au début des années 2000, une équipe californienne a entrepris de répertorier l'ensemble des effets de la méditation sur le cerveau et le corps de ceux qui la pratiquent. Piloté par le professeur Clifford Saron, le projet Shamatha est l'un des plus ambitieux programmes de recherche jamais entrepris sur la méditation et ses effets sur la santé. Le projet consistait à étudier 2 groupes de 30 personnes qui avaient été tirés au sort pour participer à une retraite de 3 mois au cœur des montagnes rocheuses. On avait élaboré une quinzaine de tâches assistées par ordinateur pour étudier différents aspects de la régulation des émotions, de l'attention, sélective ou soutenue. Le travail est toujours en cours pour analyser les données. Et on est encore loin d'avoir terminé. Parmi toutes les disciplines scientifiques impliquées dans le projet Shamatha, l'équipe de Clifford Saron a notamment intégré des généticiens et des spécialistes de biologie moléculaire. C'était la première fois qu'on osait interroger l'effet de la méditation sur le comportement de nos cellules. Avant cela, il n'avait jamais été démontré que les mécanismes du noyau cellulaire étaient susceptibles de réagir au changement d'état d'esprit ou à l'état mental du sujet. À première vue, difficile d'imaginer que méditer puisse avoir un effet sur les brins d'ADN contenus dans chacune de nos 100 000 milliards de cellules. C'est pourtant l'hypothèse avancée par Elissa Epel, chercheuse à l'Université de Californie-San Francisco. C'est elle qui a convaincu Clifford Saron d'observer les chromosomes de ces méditants. Elle s'intéresse en particulier à ces petites gaines de protection situées à chaque extrémité de nos chromosomes et que les spécialistes appellent télomères. On a les chromosomes, 23 paires dans chaque cellule. Et au bout de chaque chromosome, il y a un petit capuchon, comme le petit bout en plastique de votre lacet de chaussure. C'est ce qu'on appelle les télomères.
Avec le temps, les télomères raccourcissent de plus en plus. Et quand ils sont trop petits, la cellule ne peut plus se diviser et donc ne peut plus continuer à vivre ni renouveler les tissus. C'est exactement ce qui fait qu'on tombe malade et qu'on finit par mourir. Les télomères jouent un rôle vital pour préserver la santé de notre organisme. Lorsqu'ils raccourcissent, notre patrimoine génétique s'érode progressivement et c'est ainsi qu'à la longue, nos cheveux se mettent à blanchir, notre peau à se rider et qu'apparaissent les maladies liées à l'âge. Le raccourcissement des télomères est un phénomène absolument normal qui nous arrive à tous avec l'âge. Mais le rythme n'est pas tout à fait le même pour tous. Nos gènes, notre hygiène de vie, notre environnement, tout ça influence le raccourcissement de nos télomères. En réduisant le stress et ses effets toxiques sur l'organisme, la méditation pourrait-elle aussi protéger efficacement nos télomères, voire même les renforcer? C'est exactement ce qu'a cherché à savoir l'équipe du projet Shamatha. Elle a mesuré l'évolution du taux de télomérase, l'enzyme chargée de freiner le raccourcissement des télomères, au début et à la fin des 3 mois de retraite. Ce qu'on a découvert, c'est qu'à la fin des 3 mois, on avait 30% de télomérase en plus. Un tiers de télomérase en plus chez les méditants par rapport au groupe de contrôle. « 3 mois de méditation intensive, un tiers de télomérase en plus. Avec cette expérience, on venait de mettre en évidence que la méditation pouvait influencer l'un des mécanismes les plus fondamentaux de notre biologie, le vieillissement cellulaire. Pour toute l'équipe du projet Shamatha, on ne pouvait pas en rester là. Il fallait désormais mesurer les conséquences de ces premières observations sur la longueur des télomères eux-mêmes. Cliff a été le premier à dire « Étudions ça dans le cadre d'une retraite de méditation intensive ». Nous avions fait l'étude Shamatha qui avait donné des résultats très prometteurs. Mais à ce moment-là, on n'avait étudié que l'enzyme, que la télomérase, parce qu'on ne pensait pas vraiment que les télomères pouvaient changer aussi rapidement. Donc Cliff Saron a suivi une retraite de 3 semaines et on a étudié les télomères avant et après la retraite. Cette étude a donné des résultats impressionnants. Sur une période de seulement 3 semaines, on a mis en évidence un rallongement significatif des télomères parmi les 26 méditants suivis. Et c'est comme ça que nous avons compris que la longévité physique d'une personne peut être liée à son état psychologique d'une manière absolument mécanique. Ça a été une découverte vraiment stupéfiante. Si elle se confirme dans d'autres études, c'est une très bonne nouvelle. La méditation pourrait ralentir le rythme du vieillissement. Elle stimule la télomérase et renforce les télomères de sorte qu'ils raccourcissent moins vite avec le temps. Cette étude en est encore à ses débuts, mais nos résultats sont très encourageants et prometteurs. Et quand on dit que nos cellules nous écoutent, que nos télomères écoutent nos pensées et nos émotions, ce qu'on veut dire en fait, c'est que nous avons le pouvoir de créer notre propre environnement biochimique, qu'il soit calme et régénérant, ou à l'inverse, en état de stress permanent. Et ça affecte vraiment nos télomères et la chimie de nos cellules. Rester jeune aussi longtemps qu'on cultive les charmes de l'instant présent. Prolonger sa vie en entretenant son cerveau comme on entretient son corps, la promesse est bien séduisante. Malheureusement, pour les chercheurs qui poursuivent aujourd'hui ces études, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. Ce serait un peu excessif de conclure que la méditation pourrait nous permettre de rester éternellement jeunes. Mais je crois que la longueur des télomères et l'activité de la télomérase sont des marqueurs biologiques importants pour mesurer la santé de nos cellules et le vieillissement cellulaire. Dans cette perspective, nos résultats, même s'ils n'en sont qu'au stade préliminaire,
suggèrent que la méditation a bien un impact positif sur la biologie des télomères. Le vieillissement cellulaire est hélas un phénomène irréversible, mais il semble bel et bien possible de le ralentir, ou du moins d'éviter de l'accélérer. Il y a beaucoup de recherches dans l'industrie pharmaceutique pour arrêter le vieillissement et prolonger la jeunesse. On est encore loin d'avoir trouvé la solution, mais ce dont on peut être sûr, c'est qu'il est possible de vieillir en meilleure santé. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces maladies chroniques qui nous font souffrir et qui nous coûtent cher. On peut cantonner ces maladies à la fin de la vie et rester plus longtemps en bonne santé. La découverte des effets de la méditation sur notre patrimoine génétique et la santé de nos cellules est sans doute à ce jour l'une des plus surprenantes et des plus prometteuses. Elle pourrait bien à terme renforcer encore l'intérêt des scientifiques pour ces pratiques issues du fond des âges. Ils sont de plus en plus nombreux désormais à constater leurs bienfaits. À quelques kilomètres de Strasbourg, au sommet du Mont Saint-Odile, on vient aujourd'hui de toute l'Europe pour découvrir leurs vertus thérapeutiques. Ici, sous la direction du rhumatologue Jean-Gérard Bloch, médecins et professionnels de santé viennent préparer le premier diplôme de méditation délivré par l'université française. Longtemps, les disciplines médicales étaient très cloisonnées, même si tout le monde a dans l'idée que cette cloison est artificielle, mais aujourd'hui même ces séparations commencent à s'estomper et s'ouvre ainsi un champ de médecine intégrative, on commence à l'appeler comme ça, ou de médecine du corps-esprit, et qui pour moi peut peut-être même s'appeler médecine de l'être. Chaque année, au cœur de l'hiver, les médecins de demain apprennent à leur tour à respirer en pleine conscience, à marcher en pleine conscience, à mettre leur corps au repos pour mieux dompter le flot de leurs pensées. Après ces progrès extraordinaires de la médecine technicienne, il fallait que nous rattrapions un petit peu le retard pris par la médecine humaniste. Et là, voilà, j'ai le sentiment que nous sommes à une époque où les choses s'équilibrent dans ce sens. Petit à petit, la médecine occidentale amorce sa métamorphose, intégrant progressivement les acquis d'une quarantaine d'années de recherche menées hors des sentiers battus. Il y a de plus en plus de preuves qui montrent clairement ce qui se passe quand on arrête un peu de faire quelque chose et qu'on se contente d'être soi-même. Ce qui se passe au niveau de la biologie, au niveau de la respiration, au niveau du cerveau, au niveau du génome ou au niveau des télomères, le bout de nos chromosomes. Les gens pensent que la méditation, c'est un truc bizarre, comme un rituel de magie, de conscience cosmique, ou quelque chose du genre. Mais ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de partir dans le cosmos, mais d'être pleinement là où vous êtes. Et s'il y a de la magie, elle est à l'intérieur de vous-même. Alors oui, définitivement oui. Il y a maintenant une science de la pleine conscience. Corps et esprit forment un tout, et c'est l'ensemble des composantes psychologiques, neurologiques et physiologiques que les chercheurs et les médecins veulent désormais prendre en compte pour améliorer notre santé. Notre vision, c'est que méditer sera bientôt aussi banal que de se brosser les dents. Cela fera partie de notre routine quotidienne. On traite nos dents avec respect en les brossant et en les soignant. On devrait vraiment prendre soin de notre esprit et de notre cerveau avec autant de respect. Fermer les yeux pour prendre soin de soi. C'est ce qu'a fait notre méditante pendant presque 1 heure. C'est ce qu'elle fera demain, comme des milliers de personnes dans le monde. C'est ce qu'on peut tous apprendre à faire quelques minutes par jour, doucement, tranquillement,
juste en pleine conscience.